Bonjour mes chers collègues, je remercie les organisateurs pour cette rencontre. J'appelle Dr Meki, il va nous parler des sutures cornéennes profondes guidées par OCT en préopératoire dans les hydromels. Merci Dr Cheladi, merci tout le monde. Ok. Donc mon sujet c'est sur l'hydrops cornéen et il faut dire que c'est une pathologie rare. Et est-ce que vous avez vu déjà des hydrops cornéens? D'accord, donc ce n'est pas rare. Donc ce n'est pas rare, d'accord. Ok, parce que je pense que dans notre centre, je pense que c'est biaisé parce que on reçoit beaucoup de patients kératoconiques et, et donc on va en partager avec vous comment on prend en charge cette pathologie. Donc je représente l'écoulement certains fabricants de lentilles sclérales. Et donc depuis 2012, on a commencé à adapter des patients avec lentilles sclérales et quand on adapte des patients avec lentilles sclérales, on peut avoir une bonne acuité visuelle, un bon confort pour des kératocones très très évolués. Avec le manque de greffons, on a commencé à avoir des patients qui se lèvent le matin. C'est souvent le matin au réveil, le patient se lève avec. Parfois, il a des symptômes, parfois, lorsque l'hydrops est minime, il n'a pas de symptômes. Donc, il voit une lésion blanche et avec des signes de kératite, photophobie, larmoiement et douleur. Et donc, ce travail consiste à. On va partager avec vous comment on prend en charge l'hydrops. Il faut savoir que notre prise en charge a changé dans le temps. Donc, avant 2015, on ne faisait rien du tout, juste un traitement médical, hypotonisant et compresse et antibiotique. À partir de 2015, on a commencé à injecter de l'air et réaliser une hydectomie périphérique chirurgicale pour essayer de colmater la brèche de la desmette ou plutôt de la duodesmette. Et à partir de 2016, depuis l'article de l'équipe de Rouen qui ont commencé à faire des sutures, donc on a commencé à faire des sutures et c'était spectaculaire comment on pouvait rétablir rapidement la clarté cornéenne en 24 heures. Donc depuis 2016, on a ajouté les sutures à l'iridectomie périphérique, à l'air et aux sutures. Et par la suite, à partir de 2020, on ne fait que des sutures cornéennes. Que des sutures cornéennes pour prendre en charge un hydrops. Parce qu'on croit que les sutures sont obligatoires et elles sont suffisantes. Pas la peine de les associer avec un geste plus traumatisant comme l'iridectomie périphérique ou l'injection d'air qui peut parfois entraîner des blocages pupillaires inverses et des douleurs. Donc, bon, ça c'est entre 2016 et 2020, dans ce qu'on faisait, l'iridectomie périphérique, ensuite l'injection d'air, et en dernier, la réalisation des sutures. Vous voyez, exceptionnellement, on a cette image. Donc il y a la grande bulle d'air qui est en chambre antérieure. Et si vous remarquez, il y a une deuxième bulle qui a fait hernie à travers la brèche desmétique dans le stroma cornéen. Et quand on a ça, c'est magnifique parce que ça dessine la brèche et on sait bien que la brèche, elle commence ici, elle s'arrête là. Elle est noyée dans l'œdème parce que quand on a uniquement de l'œdème, on ne sait pas où est la brèche, comment est son orientation, horizontale, verticale, oblique, quelle est la taille de la brèche, combien de fils il faut mettre. Et pour vous dire, sur 70 patients, on a eu cette belle image 2 fois uniquement. La bulle d'air qui fait hernie dans le stroma et qui délimite la brèche de la desmette dure. Donc, on met les sutures cornéennes profondes, canton, et vous serez surpris comment la cornée s'éclaircit déjà en péropératoire. Elle commence à s'éclaircir. Et parfois, le premier fil qu'on a mis ici, quand on finit le dernier fil, la cornée s'affaisse et le premier fil qui était tendu au début devient lâche. On est obligé de l'enlever ou de le changer. Bon, ça c'était avec l'injection d'air. Et vous voyez comment la cornée retrouve rapidement une transparence partielle et le lendemain, le résultat est spectaculaire. Donc la première étude,
c'était avant 2020, où on faisait l'éridectomie périphérique, l'injection d'air et les sutures. Donc c'était 36 patients, petite prédominance féminine. Et l'âge c'est important parce que on a eu des hydrops chez des enfants de 0 à 9 ans et des hydrops c'est des personnes supérieures à 50 ans. Okay, donc, mais un pic entre 20 et 30 ans. Donc d'emblée, on doit séparer deux pathologies qui seraient différentes. Le kératocone proprement dit et les autres ectasies, la dégénérescence pellucide marginale et le kératoglobe. Et on voit que la moyenne d'âge de l'apparition de l'hydrops est différente. Le kératocone, proprement dit, fait des hydrops beaucoup plus précocement que la dégénérescence pellucide marginale ou le kératoglobe qui peuvent même faire des hydrops après 40-50 ans. Et donc, première conséquence thérapeutique, on peut se dire que dans la dégénérescence pellucide marginale et dans le kératoglobe, on ajouterait même l'ectasie post-lasique. C'est une maladie qui continue à évoluer, même après 20, 25 ans, 30 ans. Et il faut donc les cross-linker dès le diagnostic. La véritable PMD, pas le kératocone pseudo-PMD. La véritable PMD et le kératoglobe, il faut les cross-linker. Comme preuve, notre petite série avec 8 cas d'hydrops avec une moyenne d'âge de 38 ans. Donc la maladie évolue. Bon. Ok. On voulait savoir si peut-être le fait de porter la lentille sclérale provoque l'hydrops. Parce que on est devenu un centre référent en contactologie en lentille sclérale. On reçoit beaucoup de patients avec lentille sclérale. Et qu'en conséquence, on a reçu beaucoup de patients avec hydrops. Est-ce que c'est le fait de porter la lentille sclérale qui provoque l'hydrops? Donc on a vu que non, statistiquement parlant, aussi bien les porteurs de lentilles rigides que les non-porteurs de lentilles sclérales, que les non-porteurs. Donc c'est l'ectasie, c'est elle qui est pourvoyeuse d'hydrops. Plus l'ectasie est importante, plus la cornée est mince, plus il y a un risque d'hydrops. Surtout si le patient continue à se frotter les yeux ou dormir en une mauvaise position. Oui. Dans cette étude, on a inclus même les cas avant 2015 où on ne traitait pas chirurgicalement, uniquement médicalement. Et oui, ici on voit que la kératométrie moyenne diminue après l'évolution de l'hydrops, elle passe de 57 à 47. Donc l'hydrops, même spontanément, il guérit après plusieurs jours, plusieurs semaines. Et quand on compare, oui, le Kmax aussi diminue, l'astigmatisme diminue, et on a eu des acuités visuelles après guérison qui allait de 1 sur 10 jusqu'à 10 sur 10. Tout dépend de l'endroit de l'opacité où elle va siéger et quelle est l'importance de cette opacité. Ok, ça c'est une évolution 1 mois, juste après une injection d'air dans la chambre antérieure. Et vous voyez que ce patient, il garde une opacité après injection d'air uniquement. 1 mois. Ça, c'est une évolution spontanée. Après 2 ans, le patient garde une opacité centrale et il voit 2/10 avec une lentille sclérale. Bon, ce patient, il a un rejet d'un œil. Et au niveau du deuxième œil, ça c'est un kératocone avancé. Il a un hydros. Et vous voyez la brèche. Mais au-dessus de la brèche, la cornée reste transparente. Donc on ne comprend pas exactement comment l'endothélium cornéen fonctionne. Ce patient a fait une réelle brèche. Donc on a vu à ce stade, donc il est venu avec une séquelle d'un hydrops.
mais la cornée a pu retrouver sa transparence sans aucune intervention. Pour la discussion, l'hydrops est une complication du kératocone, du kératoglobe, de la dégénérescence pégide marginale et de l'ectasie post-lasique. C'est une rupture de la membrane de Descemet et on va peut-être si la Descemet et la Dua ensemble. Ça entraîne un gros œdème de cornée et avec une douleur parce qu'il y a une kératite ponctueuse. Vous voyez les bulles épithéliales et quand ça éclate, ça fait mal. La majorité des hydrops évoluent favorablement quelques mois, mais possibilité de vascularisation, il y a eu des cas d'infection et de perforation dans la littérature. Et ça entraîne parfois une opacité qui est définitive, qui, théoriquement, comme on a appris au résidenat, nécessite une greffe de cornée. Mais en fait, l'intérêt de cette présentation, c'est de dire que si on intervient tôt, et si on intervient bien, on peut obtenir un très bon résultat, rapide, et on peut éviter la greffe. Et vous voyez ici que c'est en logmar, donc les patients opérés ont une meilleure acuité visuelle par rapport aux patients non opérés. Donc ça prouve que la chirurgie est indiquée et il faut la faire rapidement. Et il faut la faire rapidement parce qu'on voit que si on prend en charge la meilleure acuité visuelle, c'est en logmar, donc plus c'est petit, meilleure est l'acuité visuelle. La meilleure acuité visuelle est obtenue lorsque on agit dans la première semaine après l'apparition de l'hydrops. Okay, c'est l'étude de 2015 de l'équipe de Rouen qui étaient les premiers à parler des sutures. Ça, c'est une hydrops sur une PMD. Donc, on reçoit le patient, on fait une suture et voici l'image le lendemain. Donc, vous voyez là que tout disparaît. La cornée est transparente. Je vous dis, vous constatez la transparence en péropératoire. Dès que vous passez la suture, et quand vous faites passer la suture, vous avez automatiquement un seidel, hein, parce que l'humeur aqueuse arrive jusqu'à comme ici, hein, regardez, l'humeur aqueuse, elle arrive quasiment à l'épithélium, il y a un peu de stroma. Parfois, dans d'autres cas, vous voyez que l'humeur aqueuse, il y a une solution de continuité qui va de la jambe antérieure jusqu'à l'épithélium. Et donc, dès que vous faites passer la suture, vous avez l'hydrops. J'aime bien quand on dit des sutures prédesmétiques, en fait, on ne voit rien du tout. On fait passer les sutures, c'est des sutures profondes. La desmette, elle flotte en chambre antérieure. Et vous voyez comment la cornée retrouve le lendemain une transparence et une meilleure régularité. Ça, c'est des exemples. Ok. Donc, quel est l'intérêt de la suture? On se demande comment la suture fonctionne. Donc, la première idée, c'est que peut-être, la même chose, hein, donc avant, après, rapidement, l'opacité, l'œdème disparaît. Donc, on pense que peut-être, au début, la première idée, c'est que peut-être la suture va faire affaisser le dôme cornéen et donc il va se rapprocher de la bulle de la desmette. Et si on ajoute une bulle d'air, c'est comme un effet sandwich. Et ça fait sécher l'œdème. Vous voyez ici qu'il y a juste l'épithélium, hein, c'est la seule paroi, les 50 microns qui couvrent le globe oculaire du milieu extérieur. C'est pour ça qu'on peut avoir des infections et parfois même des perforations, surtout chez les trisomiques. On a eu l'idée de ne pas mettre de suture parce que peut-être mettre des sutures, c'est très dépendant des chirurgiens. On ne gère pas très bien la tension du fil. Pourquoi ne pas mettre une lentille sclérale sur l'hydrops? Une très mauvaise adaptation. Comme ça va appuyer sur l'hydrops. La bulle d'air au-dessous va appuyer de l'autre côté et on aura une cornée claire le lendemain. Enfin, ça n'a pas marché. Et voici un jeune étudiant, donc
juste une bulle d'air, une petite bulle d'air, lipée quand même. La lentille sclérale plate, rien n'a changé. Donc l'intérêt des sutures, je pense que la suture va entraîner, et elle va drainer, le passage du fil va drainer les bulles du mureuse qui sont dans le stroma, la manière le drainage d'un barrage. Et le même patient, donc dès qu'on met les sutures, l'hydrops disparaît. Parfois à la fin, bon, à l'époque on mettait des bulles d'air. Lorsqu'on met une bulle d'air, le fil craque et on est obligé de refaire les fils. Et je vous dis, depuis 2020, on ne met plus de bulles d'air. Et on a fait une deuxième étude. Et on a utilisé cette fois l'OCT. Donc tous les patients, on leur fait un OCT, plusieurs coupes, pour déterminer où se trouve réellement la brèche. Parce qu'on s'est retrouvé parfois avec des cornées blanches, toutes blanches, un hydrops et la brèche est très minime, et on faisait des sutures à l'aveugle qui n'avaient aucun intérêt, alors que peut-être une seule suture au bon endroit suffisait pour fermer la brèche et retrouver une cornée claire le lendemain. Donc ici, on a 4 coupes, et vous voyez que la meilleure coupe qui montre bien la rupture de la desmette, c'est la coupe horizontale. Et donc on décide de mettre des lignes horizontales. Donc la coupe à l'OCT qui montre la meilleure béance de la desmette, on doit mettre les fils dans le même sens de la coupe OCT qui objective la meilleure béance desmétique. Et donc c'est l'intérêt de la deuxième étude. Regardez par exemple ce patient avec un hydrops, vous voyez, très important, toute la cornée. Avant d'utiliser l'OCT péropératoire, on se dit que la majorité des ruptures sont inférieures au temporal inférieur, comme le kératocone. Donc on se dit on va mettre des sutures à l'aveugle, à l'endroit où on se dit que la rupture est là, probablement la rupture est dans ce sens. Donc on met des sutures, rien n'a changé. 4e jour, la même opacité, rien n'a changé, donc on a manqué quelque chose. Eh bien, c'est l'intérêt de faire l'OCT. En faisant l'OCT, eh bien, la meilleure coupe qui montrait la rupture, c'était une coupe verticale. Donc, ce patient avait une rupture verticale. Donc, on l'a repris 4 jours après, et cette fois, la rupture est horizontale. Donc, c'était une rupture qui était horizontale dans ce sens. Donc, on a passé des lignes verticales. La coupe OCT qui montre bien la rupture, c'était la coupe verticale, qui est perpendiculaire à la rupture dont le grand axe est horizontal. Et ça a marché. Et donc, depuis 2020, on fait systématiquement des OCT pour orienter, avant l'intervention. On n'a pas d'OCT péropératoire, peut-être ça serait l'idéal, c'est d'orienter en péropératoire. Mais juste avant, exactement, faire l'OCT, retrouver la meilleure rupture desmétique et la ligne, l'orientation de la coupe OCT qui montre la meilleure rupture, eh ben, on va mettre la suture dans le même sens. Donc c'était de 24 UE de 22 patients en 2021 et 2022. Et les sutures péropératoires, ici, on voit que oui, quand même, on a eu quand même 3 échecs. Mais oui, d'abord, la même chose. Que le patient porte des lentilles sclérales ou des lentilles rigides, pas de différence. Que l'échec n'a pas une relation avec l'âge. Que toujours la PMD, par rapport au kératocone, les PMD font des hydrops tardifs à 37 ans par rapport au kératocone à 22 ans, avec une différence significative. Et en dernier,
Oui, bien sûr. La pachymétrie diminue drastiquement de 1100 à 500 après la suture de l'hydrops. Dernière remarque, c'est parfois on a les images OCT, c'est bien, ici c'est bien d'avoir une swept source OCT qui pénètre bien, mais on peut s'aider même de l'UBM. On peut s'aider de l'UBM dans les cas où on n'est pas sûr. Et on se voit, cet aspect est souvent fréquent, c'est qu'on ne voit pas, on voit la desmette, mais on ne voit pas la rupture. La desmette est continue, peut-être elle s'est fermée et il reste cet énorme dème stromal. À la même, ça c'est des images UBM. En horizontal et en vertical, on voit pas de solution de conductivité de la desmette, mais malgré cela, il y a un hydrops. Et dans ce cas, donc, je pense n'importe quel sens, il faut juste drainer ça. Peut-être ajouter une bulle d'air dans ce cas pour avoir une transparence de la cornée. Donc le message que j'aimerais partager avec vous, c'est que quand on adapte un kératoconte très évolué, il faut dire aux patients que même si vous voyez bien avec une antisclérale, peut-être vous pouvez faire un hydrops. Maintenant, avec les protocoles de cross-linking inférieurs à 400, on peut même cross-linker ces patients, même 200 microns, on peut les cross-linker. Il faut prévenir de cette complication, dire aux patients, avec une antisclérale, vous voyez bien, mais il ne faut pas se frotter les yeux, lui donner systématiquement un traitement antihistaminique ou anti-agrégant plaquettaire. Et quand l'accident survient, il faut le rassurer. Bon, ce n'est pas systématiquement une greffe, on peut éviter la greffe avec une approche chirurgicale bien adaptée et que la suture est obligatoire à notre avis. Et dernière chose, c'est que la dégénérescence pulgide marginale et le kératoglobe et l'ectasie post-lasique évoluent même après 30 ans et il faut les cross-linker dès le diagnostic. Merci beaucoup.